Le monde bascule et les BRICS prennent le contrôle. À Rio de Janeiro, Sergueï Lavrov a tenu un discours qui pourrait bien marquer un tournant dans l'ordre mondial. Pendant que l'Occident tente désespérément de garder la main, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et leurs partenaires construisent une alternative. Nouvelle monnaie, nouvelle diplomatie, nouveau rapport de force. Lavrov ne mâche pas ses mots. Il accuse l'Occident de néocolonialisme, annonce la fin de l'hégémonie du dollar et appelle à une justice internationale vraiment indépendante. Vous allez entendre ce que les grands médias n'osent pas diffuser. Alors, ce discours annonce-t-il un monde multipolaire ou une fracture irréversible entre l'Est et l'Ouest? Écoutez jusqu'au bout. Analysez les réponses de Lavrov aux journalistes. Et surtout, dites-moi, êtes-vous d'accord avec lui? Ou au contraire, pensez-vous qu'il manipule l'opinion mondiale? Votre avis compte, les commentaires sont ouverts. Maintenant, place à la déclaration complète de Sergueï Lavrov. Chers collègues, je voudrais tout d'abord exprimer une nouvelle fois ma gratitude à nos hôtes brésiliens pour leur hospitalité traditionnelle et pour l'excellente organisation de la réunion ministérielle des BRICS, ainsi que de la réunion élargie avec les pays partenaires. Ces pays étaient représentés aujourd'hui conformément à la décision historique prise lors du sommet de Kazan sous présidence russe, qui a institué cette catégorie de pays partenaires. Il s'agit de la Biélorussie, de la Bolivie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, du Nigeria, de la Thaïlande, de l'Ouganda et de l'Ouzbékistan. Nous avons convenu de continuer à les associer activement à notre travail commun sous différents formats, des réunions ministérielles aux rencontres d'experts et de ministres sectoriels. Nous avons plaidé pour un renforcement du rôle des BRICS et, plus largement, des pays de la majorité mondiale, dans la résolution des problèmes clés de notre époque. Nous avons souligné la nécessité d'action collective de notre groupe pour atteindre les objectifs de développement durable, de sécurité et de croissance économique. Une attention particulière a été portée à la poursuite des efforts pour réformer les institutions financières et monétaires internationales, notamment en révisant les quotas du FMI afin qu'ils reflètent le poids réel des pays du Sud et de l'Est dans l'économie et la finance mondiale. Dans ce contexte, la plupart des délégations ont dénoncé le caractère destructeur de la politique des pays occidentaux collectifs qui ne le sont peut-être plus tout à fait, mais dont les objectifs restent les mêmes, continuer à vivre aux dépens des autres en recourant à des pratiques néocoloniales. Cela inclut les sanctions unilatérales illégitimes, l'abus du rôle de leur devise dans le système financier international et le protectionnisme commercial injustifié, y compris les guerres tarifaires, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous avons noté qu'en tentant de préserver une domination vacillante et d'obtenir des avantages compétitifs aux dépens des autres, la minorité occidentale s'appelle même l'architecture financière et économique internationale. Nous avons également discuté en détail des questions régionales et internationales, y compris des multiples crises dans différentes régions du monde. La dégradation de la situation dans les territoires palestiniens, au Moyen-Orient et dans plusieurs parties de l'Afrique est particulièrement préoccupante. Pour notre part, nous avons souligné que la solution efficace à ces problèmes passe par le respect des principes de la Charte de l'ONU, qui doivent être appliqués dans leur intégralité et non de manière sélective, en fonction des intérêts du moment. Nous avons réaffirmé notre soutien à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris l'adhésion permanente de l'Inde et du Brésil, tout en réglant la question de la représentation du continent africain. Bien sûr, la situation en Ukraine a été largement évoquée. Nous avons une fois de plus exposé en détail notre approche pour résoudre ce conflit en éliminant ses causes profondes, les tentatives persistantes de l'OTAN de s'étendre vers l'Est, jusqu'aux frontières russes, et d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique, créant ainsi une menace directe pour notre sécurité. Nous avons aussi insisté sur l'importance de mettre fin aux pratiques du régime de Kiev visant à éradiquer tout ce qui est lié à la Russie et au monde russe, y compris la langue, la culture, les médias russophones et l'Église orthodoxe canonique. La plupart des participants ont commenté la situation en Ukraine avec une compréhension croissante de notre position, et nous continuerons ce travail. Le document final sera publié par la présidence brésilienne. Nous souhaitons à nos amis brésiliens plein succès dans la préparation et la tenue du 17e sommet des BRICS les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro. Ce sommet renforcera sans aucun doute notre partenariat stratégique, et la Russie y contribuera pleinement. Question, Ivan Prozorov, première chaîne. Les membres des BRICS suivent-ils les négociations entre la Russie et les États-Unis, et quelles évaluations en ont-ils faites? Lavrov. Bien sûr, tout le monde suit ces relations.
Nous informons régulièrement nos partenaires après chaque contact avec les États-Unis, via nos ambassadeurs ou les leurs à Moscou. Nous prônons un dialogue honnête et équitable visant un équilibre des intérêts. Les États-Unis nous envoient des signaux similaires. Les discussions se poursuivent sur divers sujets, et beaucoup y voient un aspect positif. Nous espérons que ces avances se concrétiseront bientôt. Nous continuerons à développer nos relations avec les États-Unis de manière transparente, sans nuire à nos liens stratégiques avec nos partenaires traditionnels. Question, Andrei Velinkin, Sputnik Brésil. Où en est le dialogue sur BRIC-Paix, et comment les BRIC peuvent-ils répondre à l'utilisation des devises comme arme par l'Occident? Lavrov. Le dialogue avance progressivement. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des BRIC ont examiné la création de systèmes de paiement indépendants, comme mandaté par le sommet de Kazan. Plus de 65% des échanges entre les BRIC sont déjà libellés en monnaie nationale, réduisant la part du dollar à 1,3%. Nous travaillons sur des plateformes de paiement transfrontières, un système de compensation électronique, BRIC Clear, et un mécanisme d'échange d'informations commerciales. Ces efforts sont consignés dans le document final et reflètent une réponse à long terme aux actions unilatérales de l'Occident. Question, Anna Semenova, Programme, Vesti. Est-il possible de créer un organe judiciaire international alternatif à la Cour pénale internationale, CPI, discrédité? Lavrov. Les BRIC ne doivent pas créer leurs propres instances judiciaires. Nous plaidons pour une justice internationale apolitique, basée sur le consensus. La CPI, manipulée par l'Occident, est discréditée. La Russie promeut aux Nations Unies une initiative pour dépolitiser la justice pénale internationale. Les pays africains partagent ces préoccupations, mais cela nécessite un effort plus large que les BRIC seuls. Question, Egor Peskov, RT. Comment réagissez-vous à l'appel de l'Ukraine pour une trêve de 30 jours, alors que la Russie propose une trêve limitée pour le 80e anniversaire de la victoire? Nous connaissons la valeur des déclarations du régime de Kiev. Après des mois de refus catégorique de toute trêve, ils changent soudainement de position face à leur revers militaire. Chaque trêve passée, Minsk, Istanbul, a été violée par l'Ukraine, souvent avec des provocations. Sans mécanisme de monitoring impartial, une trêve prolongée serait exploitée pour renforcer militairement Kiev. Notre proposition reste des négociations directes sans préconditions. Ce qu'a dit Sergueï Lavrov à Rio n'est pas un simple discours diplomatique. C'est un avertissement, un constat brutal, et surtout, une offensive politique claire contre l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Derrière le langage feutré des relations internationales, ce sont des vérités crues qui ont été lancées. Et si vous écoutez attentivement ce qu'il dit, alors vous comprendrez que nous sommes peut-être à l'aube d'une bascule historique. Dès les premières minutes, Lavrov remercie le Brésil pour son hospitalité, mais ce n'est pas anodin. Ce sommet des BRIC ne ressemble à aucun autre. Car pour la première fois, les BRIC élargis incluent des pays comme la Biélorussie, Cuba, le Nigeria ou encore la Thaïlande. On ne parle plus d'un club fermé de 5 membres, mais d'un bloc émerge, d'un nouveau Sud global, en marche contre un système dominé par l'Occident depuis des décennies. Et c'est là que Lavrov frappe fort. Il accuse directement les États-Unis et leurs alliés de vouloir continuer à vivre aux dépens des autres, à travers des pratiques néocoloniales, des sanctions unilatérales, et un usage abusif de leurs devises comme arme géopolitique. Selon lui, ces pratiques ne sont pas seulement injustes, elles sont destructrices pour le système mondial lui-même. Autrement dit, l'Occident, en tentant de préserver sa domination, est en train de saboter l'ordre qu'il a lui-même construit. Et que font les BRIC face à cela? Ils construisent un monde parallèle. Lavrov cite des chiffres clairs, 65% des échanges entre BRIC se font déjà en monnaie nationale. Le dollar, autrefois intouchable, représente désormais moins de 1,3% dans ces échanges. Ce n'est plus une simple ambition, c'est une révolution silencieuse. Avec des projets comme BRIC-Pay, BRIC Clear ou des plateformes de règlement indépendantes, les BRIC s'organisent pour contourner le système dollar, et cela pourrait être le début de la fin pour la domination financière occidentale. Mais Lavrov ne s'arrête pas là. Il remet aussi en cause la légitimité des institutions internationales, et notamment de la Cour pénale internationale. Une cour qui, selon lui, est manipulée par l'Occident, utilisée comme une arme contre les pays qui refusent de se soumettre. Faut-il créer une nouvelle CPI version BRIC? Non, dit-il. Ce qu'il faut, c'est dépolitiser la justice internationale, et pour cela,
il appelle à une réforme sous l'égide de l'ONU. Là encore, il ne cherche pas à diviser, mais à délégitimer les outils de domination. Et justement, Lavrov insiste sur un autre point majeur, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi l'Inde et le Brésil, deux géants démographiques et économiques, ne sont-ils toujours pas membres permanents? Pourquoi l'Afrique n'est-elle toujours pas représentée? Cette question est plus que symbolique. C'est la preuve, selon Lavrov, que l'architecture de l'après 1945 ne tient plus, qu'elle ne reflète plus la réalité du monde actuel. Et les BRIC, eux, veulent cette réforme. Et bien sûr, impossible d'éviter la question ukrainienne. Lavrov, avec son ton froid et méthodique, revient sur ce qu'il considère comme les causes profondes du conflit, l'expansion de l'OTAN, les tentatives d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique, et la persécution, selon lui, de la culture russe en Ukraine. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui change, c'est que de plus en plus de pays du Sud commencent à écouter cette version, à la considérer comme légitime, voire crédible. Et cela, c'est une défaite diplomatique pour les États-Unis. Enfin, Lavrov répond à une demande de l'Ukraine, une trêve de 30 jours. Sa réponse est cinglante. Pour lui, ce n'est qu'une manœuvre de Kiev pour gagner du temps, se réarmer, et repartir à l'attaque. Il rappelle les précédents accords trahis, Minsk, Istanbul. À ses yeux, l'Ukraine utilise les trêves comme des pièges, et c'est pourquoi Moscou n'accordera plus de concessions sans garantie réelle. Là encore, c'est une manière de dire, nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Alors, face à ce discours, que doit-on en penser? Lavrov n'est pas un homme qui parle pour ne rien dire. Il trace une ligne, une fracture. D'un côté, l'ancien monde, l'Occident, les institutions qu'il contrôle, et son obsession de la domination. De l'autre, un monde multipolaire, plus pragmatique, mais aussi plus instable. Ce qui se joue à Rio, ce n'est pas un simple sommet de coopération, c'est un manifeste politique contre l'hégémonie. Et la vraie question est la suivante, sommes-nous prêts à vivre dans ce nouveau monde qui vient? À très bientôt.